Comment recrute-t-on à l'heure du numérique? Pour en parler, donc j'ai le plaisir de recevoir Christian Gury. Donc je rappelle que vous êtes expert en gestion de carrière, c'est-à-dire que vous intervenez autant dans les processus de recrutement mais aussi dans la formation. Vous êtes également l'auteur de 5 clés pour gérer ses carrières, livre que voici. Et vous consacrez d'ailleurs dedans un chapitre entier à l'usage du numérique dans le recrutement. En face de vous, Martin Villelongue. Martin Villelongue, donc vous êtes directeur senior chez Michael Page, vous êtes même responsable de la division digitale de Michael Page. Et vous avez notamment mené au sein donc, de ce cabinet de recrutement une étude, les 15 métiers clés du digital. Et alors justement, vous allez pouvoir nous parler de ces nouveaux métiers que le digital a pu créer. Oui, effectivement, on a produit un guide des métiers du numérique où on a identifié 15 métiers qui sont des nouveaux métiers, qui sont des métiers de plus en plus représentés dans l'économie digitale et qu'on a choisi de présenter aussi bien aux entreprises pour accompagner particulièrement la communauté RH dans leur transformation digitale et dans l'appréhension de ces nouveaux métiers, mais également auprès des candidats qui peuvent se poser des questions sur les carrières, sur la réalité des postes, du contenu des missions, sur une quinzaine de métiers, enfin sur 15 métiers précisément, qui sont des métiers techniques liés au développement informatique, liés à la big data, liés à la sécurité, au paiement, etc. Des métiers du marketing online, liés au social media management, liés à la CRM, liés au e-commerce, etc. Et puis des métiers plus transversaux, comme le métier de Chief Digital Officer. Voilà, donc guide disponible sur le site internet de Michael Page. Alors donc 15 nouveaux métiers, est-ce que vous avez réussi à identifier qui pouvait prétendre à ces métiers? Parce que c'est des métiers qui doivent avoir quoi, 5-6 ans maximum. J'imagine qu'il n'y a pas encore de formation pour ça aujourd'hui, donc qui peut postuler pour ces métiers? Alors effectivement, il n'y a pas encore de formation puisque ce sont des métiers plutôt des métiers de cadre. Donc ce sont généralement des gens qui ont eu une vie professionnelle avant d'appréhender ces métiers. Des cadres qui sont issus généralement de deux filières, soit une filière informatique, soit une filière marketing, et qui découvrent des nouveaux métiers qui s'adaptent aux nouveaux usages, Des à nouvelles la nouvelle évolutions du métier. technologie, etc. Et alors justement, est-ce que vous voyez, donc, quand vous travaillez avec les entreprises, une évolution des profils recherchés? On entend souvent par exemple que le digital faisant tout évoluer dans les entreprises, on cherche des gens capables de répondre à cette évolution. Est-ce que vous voyez ça au sein des entreprises? Alors oui, au-delà des compétences techniques et des expertises métiers particulières sur tel ou tel métier, ce qui, je trouve, est très nouveau dans l'économie numérique, c'est d'abord évidemment l'agilité, la polyvalence pour s'adapter en permanence à de nouveaux usages, à de nouvelles technologies. D'une part, c'est aussi la transversalité des tâches et du mode de fonctionnement de ces gens-là dans l'entreprise. Le propre du digital, c'est qu'aujourd'hui, il est sorti d'une filière exclusivement technique et concerne tous les métiers de l'entreprise. Et donc le cadre, dans l'économie digitale, il doit être capable d'appréhender des problématiques techniques, marketing, commercial, logistique, financière, etc. Donc il doit avoir un savoir-faire complètement transversal et mener des projets de manière transversale avec les différents services de l'entreprise. Et donc cette notion de gestion de projets transversaux est très importante dans les savoir-faire qui sont recherchés par les entreprises. Christian, vous constatez ça également? Oui, oui, Au-delà de la absolument. compétence, on cherche un profil finalement? Oui, absolument. C'est-à-dire, ce que vous venez de dire est tout à fait juste. La capacité à travailler avec des gens d'univers différents, que ce soit culturel, parce que les entreprises sont de plus en plus internationales, ou que ce soit d'origine différente sur le plan des métiers, est une évidence. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment nouveau, ça date d'une bonne quinzaine d'années. Quant au digital, comme vous l'avez dit, c'est un outil qui est apparu comme il y a 20 ans sont apparus les ordinateurs. Et tout cadre aujourd'hui, enfin à l'époque, il y a 20 ans, tout cadre qui ne savait pas se servir d'un ordinateur devait apprendre vite. Aujourd'hui, tout cadre qui est incapable de gérer un peu de travail sur le numérique va devoir s'adapter très vite aussi, sinon il est hors course, quoi. Et alors justement, ces cadres qui ont vu évoluer, donc qui ont dû s'adapter à l'ordinateur et qui maintenant doivent s'adapter aux usages digitaux, est-ce que ces cadres peuvent encore envoyer un CV papier ou est-ce que celui-ci n'est plus d'actualité? Ah non, le CV papier est toujours d'actualité. Par contre, je dirais que son usage est un petit peu différent. Dans le temps, enfin il n'y a même pas encore, enfin on dit dans le temps, mais ça fait 5 ans, 10 ans à peine, on envoyait un CV et puis on avait créé des outils pour faire une analyse automatique ou semi-automatique à la recherche de mots-clés pour faire une première sélection. Aujourd'hui, cette première sélection, elle se fait plutôt
sur un profil, soit LinkedIn, soit Viadeo, soit un profil qu'on aura déposé sur le site de l'entreprise. Et le CV devient un outil d'approfondissement. Donc un outil qu'on va utiliser lors du premier entretien, qu'il se fasse par Skype ou en face à face. C'est un outil qui va permettre de creuser, de savoir si vous avez été directeur d'une unité avec 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Voilà, on va rentrer dans le détail. Donc voilà, il faut quand même que le CV reste lisible rapidement, mais qu'en deuxième lecture, on puisse rentrer dans le vif du sujet. Donc d'abord le profil et ensuite seulement le CV. Martin, c'est comme Après, ça. il y a que deux vous questions fonctionnez dans celle que vous posez. La question du CV et la question du CV papier. Ah oui, ça, Je partage complètement votre avis sur le CV en lui-même, qui est un outil qui reste prépondérant dans le recrutement. Sur le CV papier en particulier, je suis moins optimiste que vous, parce que je pense qu'effectivement, il n'y a plus besoin d'envoyer son CV postal. On reçoit plus rien papier. par la poste, donc un mail Non, suffit. et je pense que beaucoup d'entreprises ne sont même plus adaptées à recevoir des CV papier. Et donc il y a une forte chance, si vous envoyez un CV papier, qu'il ne soit pas lu et qu'il soit perdu quelque part dans l'entreprise ou au sein du service courrier. Ça, c'est vrai à 95%. Quand on parle du CV papier, entre guillemets, c'est le CV PDF, quoi. Ceci étant, dans de rares exceptions, selon les métiers, et peut-être en particulier dans des PME, comme on ne reçoit plus beaucoup de courriers, Effectivement, ça peut un être un CV moyen de se différencier. papier peut faire... Voilà. Mais c'est quand même vraiment Je conseillerais de extrêmement faire les minoritaire. deux Oui, pour voilà. maximiser Voilà, les pour chances. maximiser les chances. Mais le CV papier devient vraiment minoritaire, ça c'est Tout vrai. à fait. Alors on disait d'abord le profil et ensuite le CV. Est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez, vous également Martin, quand on vous demande de trouver par exemple mettons, un Chief Digital Officer pour une entreprise? Évidemment, l'essor des réseaux sociaux n'a pas changé fondamentalement le métier de recruteur, que ce soit en tant qu'intermédiaire cabinet de recrutement ou en tant que responsable des ressources humaines, des RH, etc. Ce qui a changé, c'est l'accès aux candidats sur le marché, là où vous deviez utiliser des méthodes de chasse, utiliser des annuaires professionnels ou différents outils un peu artisanaux ou historiques. Les réseaux sociaux vous permettent immédiatement d'accéder à toute la communauté des candidats que vous pouvez identifier par leur entreprise, par leur formation, etc. Après, c'est un travail premier d'identification, commence ensuite le travail de sélection, puisqu'il faut non seulement approcher ces gens-là, mais ensuite les évaluer et les accompagner dans les process de recrutement. Et alors, du coup, vous pouvez prendre contact avec eux directement. Donc, comment ça fonctionne? Vous prenez contact avec eux, vous faites une sélection et ensuite vous faites passer déjà un premier entretien. L'entretien physique arrive quand même assez rapidement? Tout à fait. Le premier contact, il est effectivement assez souvent sur les réseaux sociaux. Une mise en relation sur les réseaux sociaux qui va engendrer assez rapidement, si la personne est intéressée, à l'écoute, un premier échange par mail ou assez vite par téléphone, qui, s'il est concluant, va donner lieu à effectivement un entretien en face à face. Sur ce point, il y a deux choses qui me paraissent essentielles. La première, c'est ce que vous avez dit, on a accès à toute cette base de données de façon permanente, ce qui fait que si on se place de l'autre côté, du côté du candidat, du coup, futur candidat, ça veut dire qu'on est candidat en permanence. Ça veut dire que vous êtes en permanence présent sur les bases de données. Et si vous laissez votre profil vieillir, c'est votre image de marque qui vieillit. Et donc ça, c'est pas bon. Il faut la maintenir régulièrement, parce que vous ne savez pas à quel moment un chasseur de tête, un employeur, etc. va découvrir votre profil et avoir besoin ou envie de vous rejoindre. Et le deuxième point, et ça je crois que c'est aussi très important, on a basculé de processus de recrutement, comment dirais-je, séquentiel, où on récupérait des CV, on les analysait et on vous donnait rendez-vous, à un processus parallèle. C'est-à-dire qu'on lance une annonce, on commence à recevoir des candidatures, on reçoit au téléphone des gens, et donc aujourd'hui, il y a quand même une espèce de priorité au premier venu. Parce que le premier qui passe est le premier qui va être entendu et reçu. Alors qu'avant, si vous voulez, vous pouviez envoyer votre CV au bout de 15 jours, tout ça arrivait, était compilé en même temps. Aujourd'hui, c'est en parallèle. Mais alors, les ressources humaines et le recrutement, ça reste quand même une affaire d'hommes. Et là, dans ce que j'entends, c'est on a eu du téléphone, on a eu du mail, on a eu du réseau social, on peut avoir un entretien via Skype, mais donc l'interaction humaine vient plus tard, elle vient quand même à un moment? Il y a toujours une interaction humaine.
le premier contact, qu'il se fasse effectivement par l'intermédiaire d'un CV dans une boîte mail, des réseaux sociaux, d'un contact téléphonique, engendre, quoi qu'il arrive, un entretien en face à face, et même plusieurs. Donc, effectivement, l'essor d'outils comme Skype ou des visioconférences peut rajouter une étape digitale, entre guillemets, mais qui, s'il y a un premier contact sur Skype ou par visioconférence, engendrera, quoi qu'il arrive, dans les process de recrutement, un contact physique à un moment. Alors, il y a un vrai sujet sur les réseaux sociaux, Christian, c'est la e-réputation. Oui. On parlait effectivement de tenir son profil à jour. La e-réputation, aujourd'hui, c'est essentiel non seulement pour les entreprises, mais également pour les candidats. Les deux doivent se tenir à jour et veiller. Oui, complètement. Les entreprises l'ont très bien compris, en particulier les entreprises de taille intermédiaire qui ne sont pas très connues, qui ont du mal à recruter à cause de ça, sont de plus en plus présentes sur des outils comme Facebook pour se faire connaître des jeunes et essayer de recruter des talents, ce qui est très difficile pour une entreprise de taille moyenne. Et de la même façon, effectivement, il y a tout à fait intérêt quand on commence sa vie active ou même plus tard, à vérifier lorsque vous tapez votre nom et votre prénom sur Google que sortent les choses que vous voulez voir sortir et pas n'importe quoi. Donc finalement, est-ce que le premier outil d'un recruteur, c'est pas Google, avant de passer sur... Oui, parce que Google, oui, alors, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que 90% des gens ne sont connus de Google que par l'intermédiaire de leur présence sur les réseaux sociaux. Bien sûr, bien sûr. Bon, après, effectivement, si vous devenez un expert, on peut aller au-delà de ça. On peut inventer, on peut avoir un blog, on peut avoir un site internet, voilà. Mais bon, ça, c'est beaucoup de boulot. Ça vaut le coup si vous êtes vraiment un expert. Sinon, voilà, contentez-vous déjà d'avoir un bon profil sur LinkedIn, de participer à des communautés, parce que on en parlera sans doute tout à l'heure, mais les réseaux communautaires, ça va devenir aussi une grande chose, comme le big data dont vous parliez tout à l'heure. Pour moi, c'est la suite du virage, hein, ça. Et bien justement, la suite du virage, on la prend maintenant. Alors le big data, comment est-ce que ça va intervenir dans le recrutement? Est-ce que ça intervient déjà aujourd'hui et comment ça interviendra demain? Alors ça n'intervient pas encore vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est péniblement... Là, par exemple, j'ai fait un travail dans 2 grandes entreprises, en particulier une entreprise dans le conseil et avec du personnel jeune et présent un peu partout dans le monde, sur déjà l'analyse méthodique des données de l'entreprise. Toutes les entreprises possèdent des informations sur la famille, sur l'âge, sur le CV, le parcours, les compétences, etc., qui ne sont la plupart du temps pas exploitées. Donc, j'avais mis en place avec ces gens-là un processus d'utilisation organisé de ces données pour faire de la gestion de carrière prévisionnelle. Prévoir qui on va pouvoir mener vers tel ou tel poste, qui au contraire on préférerait voir éventuellement partir, etc. Donc voilà. Demain, le big data, c'est la même chose. Mais pour le recrutement. Mais sur le recrutement et sur toutes les données hors entreprise. Pour les réseaux, c'est pareil. Dans cette entreprise, on avait mis en place un réseau social interne sur intranet avec plusieurs communautés. Une communauté par âge, une communauté par région géographique et une communauté par type de métier. Ce qui permet aux gens d'échanger et donc de créer un état d'esprit entreprise. Et puis tout ça, ça génère de la donnée aussi. Demain, c'est pareil. Les réseaux sociaux, LinkedIn, etc., qui sont encore assez généralistes et pas tellement segmentés, vont évoluer vers des réseaux communautaires qui vont encore modifier la façon dont on recrute, quoi. Martin, la fonction prédictive du big data en recrutement, ça pourrait par exemple vous décharger de la sélection que vous faites aujourd'hui et le big data pourrait anticiper qui pourrait être intéressé par tel ou tel poste, qui pourrait être intéressé par changer de poste? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Alors déjà, c'est déjà un petit peu le cas, puisque les outils de LinkedIn, par exemple, ont des algorithmes qui vont vous proposer, si vous êtes candidat, des opportunités qui, selon lui, correspondent à votre profil. Et à l'inverse, si vous êtes recruteur, LinkedIn va faire des présélections. Donc, effectivement, il y aura probablement des outils qui vous permettront d'affiner encore le moyen de trouver des profils et la sélection de ces profils. Pour autant, je suis persuadé que c'est toujours l'œil humain qui évaluera la pertinence d'un profil par rapport à un poste. Et c'est toujours cette dimension humaine qui déterminera si on avance ou si on n'avance pas dans un processus de recrutement. Donc les outils vont probablement être de plus en plus performants, mais la dimension humaine dans la sélection, dans l'accompagnement, demeurera, j'en suis convaincu. Toujours présente. Et où est-ce qu'on placerait le mobile aujourd'hui dans le processus de recrutement? Alors,
la place est devenue très importante puisque, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que sur un site comme Cadre Emploi, 40% du trafic est un trafic mobile. Donc aujourd'hui, quand vous diffusez une annonce, il y a une proportion très importante de chances qu'elle soit lue sur le mobile. Donc c'est déjà une première dimension. Et d'ailleurs, les candidats répondent aux annonces via leur profil LinkedIn, via leur profil Viadeo, Sur leur mobile très directement. souvent via leur mobile. Et pour un cabinet comme Michael Page, les candidatures reçues via LinkedIn ou Viadeo, ça représente déjà 20% des profils reçus par poste. Et donc si je comprends bien, le CV est toujours d'actualité, mais la lettre de motivation manuscrite, elle, a totalement disparu. On répond sur son mobile un texte beaucoup plus court, du coup, et en plus écrit de manière informatique. Alors la lettre de motivation existe encore, mais pas manuscrite. C'est-à-dire que c'est un document que vous attachez à votre CV pour, comment dirais-je, personnaliser votre réponse à l'annonce. Un CV, c'est un CV, voilà. Mais pour détailler peut-être telle ou telle expérience qui colle au profil recherché, vous allez ajouter une lettre. Mais elle va partir en PDF accompagnée avec le mail, quoi. Et puis, vous parliez de Cadre Emploi, c'est ça, tout à l'heure. L'application LinkedIn qui est orientée vers les jobs fonctionne beaucoup mieux sur l'application portable que sur le PC. Donc ça veut dire que c'est devenu le premier écran, même pour on postule via finalement son téléphone. C'est là Tout à qu'on fait. retrouve l'information la Alors, plus rapide. Oui. Particulièrement via les réseaux sociaux. Je crois que Cadre Emploi fait une différence entre le trafic, donc le fait de consulter les annonces, et là je crois que c'est 40%, et entre l'envoi de CV, qui est encore relativement faible via le mobile, pour une simple raison technique, c'est que si vous voulez envoyer votre CV, les pièces jointes, etc., c'est très compliqué quand même sur le mobile. Oui, tout à fait. Merci beaucoup messieurs, et je vous propose maintenant d'accueillir Jérémy Lamry qui va nous présenter Monkey Tie. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.